Juliette Leclerc. Juliette est doctorante, donc elle est étudiante. Elle mène un projet de recherche qui est sur les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, un autre problème qui touche donc le cerveau des personnes, en particulier souvent au cours du vieillissement. Et donc, elle va nous parler d'une stratégie qui peut-être permettra de traiter ce problème aussi majeur que l'on rencontre donc, dans le cerveau. Eh bien, vous m'entendez bien déjà ? Bonjour à tous. Alors, du coup, comme vous l'a dit Dr David Vaudry, je suis Juliette Leclerc. Donc, je suis en première année de doctorat. Et d'abord, je voudrais remercier tous les organisateurs de cette semaine du cerveau qui m'ont permis de pouvoir vous parler de mon sujet de thèse aujourd'hui. Alors moi, je suis au groupe de recherche sur le handicap ventilatoire et neurologique, donc l'UR 3830 dirigé par le professeur Jean-Paul Marie. Et je vais vous parler de mon sujet de thèse dirigée par le docteur Julien Chuquet, qui porte donc sur les AVC et comment on pourrait réactiver le cerveau en stimulant un des nerfs crâniens, le nerf vague. Alors tout d'abord, laissez-moi vous faire un petit rappel sur ce que sont les AVC. Donc ce sont des accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire des déficits neurologiques brutals causés par un défaut d'irrigation sanguine du cerveau. Alors on retrouve deux grands types d'AVC. Ceux qui sont les plus communs, ce sont les AVC dits ischémiques, où là, finalement, le défaut d'apport sanguin au niveau du cerveau va être causé par un caillot qui va venir se mettre dans un des vaisseaux du cerveau. Cela va faire que le sang, finalement, ne va pas arriver dans toute une partie du cerveau qui va alors être en manque d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'ischémie. Et dans cette zone d'ischémie, eh bien, certains neurones vont mourir par manque d'énergie. Alors, en opposition à ça, eh bien, on retrouve des AVC dits hémorragiques, où là, finalement, on ne va pas avoir un caillot sanguin, mais on va avoir la rupture d'un des vaisseaux. C'est-à-dire que, finalement, le sang va se déverser dans le cerveau et va provoquer une hémorragie, un épanchement sanguin. Alors, pourquoi aujourd'hui, eh bien, je fais un sujet sur les AVC ? Eh bien, c'est parce que ça reste un problème de santé publique majeur. C'est-à-dire que tous les ans, ces dernières années, en 2019-2020, eh bien, il y avait plus de 12 millions de victimes d'AVC dans le monde. Et rien qu'en Normandie, eh bien, il y en avait plus de 9000. Et ce pourquoi c'est dramatique, eh bien, c'est parce que ça a causé plus de 6 millions de décès. Et ce qui a fait de cette pathologie la deuxième cause de mortalité dans le monde. Finalement, parmi les patients qui survivent, eh bien, il y en a une certaine partie qui vont conserver certains types de handicaps, des handicaps moteurs, des handicaps cognitifs, ce genre de choses-là. Et parmi les patients qui survivent à un AVC, eh bien, il y en a 40% qui vont avoir un handicap tel que cela va impacter leur vie quotidienne et leur autonomie. Et tous ces handicaps vont faire de l'AVC la première cause mondiale de handicap physique acquis chez l'adulte. Et aujourd'hui, en 2023, même s'il y a des moyens de recherche énormes qui sont déployés pour essayer de trouver un moyen de soigner les AVC, eh bien, il n'existe aucun traitement qui permet de les soigner convenablement. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que déjà, en tant que citoyen, vous pouvez aider à faire diminuer ce chiffre en connaissant certains des signes qui permettent de remarquer que quelqu'un est en train de faire un AVC. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y en a certains qui en connaissent au moins un. Si oui, levez la main et dites-le. La personne articule mal. Oui, c'est un des signes. Eh bien, effectivement, souvent, les personnes qui vont faire un AVC, donc de manière très soudaine, vont présenter une partie du visage paralysé et des troubles de la parole. Donc là, difficulté d'articulation, c'est un peu un trouble, un mix des deux. Et lié à ça, on va aussi retrouver certains patients qui vont avoir du mal à bouger un de leurs membres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voyez quelqu'un qui soudainement a l'un de ces signes, eh bien, il faut très vite appeler le 15, car ça peut être vraiment le signe d'un AVC. Et plus on agit vite, et plus la personne a de chances de s'en sortir sans séquelles. Alors, nous, dans le monde de la recherche, on va essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau lors d'un AVC pour pouvoir le traiter. Mais pour comprendre comment le cerveau fonctionne lors d'un AVC, après un AVC, eh bien, il faut comprendre déjà comment il fonctionne avant, quand finalement eh bien, tout va bien, quand la personne a des facultés cérébrales au top, au maximum. Alors, moi, je vais surtout vous parler d'une zone du cerveau qui s'occupe de plusieurs de nos fonctions, comme la motricité, la sensibilité,
tous les sens, etc., eh bien, c'est la couche la plus superficielle du cerveau qui s'appelle le cortex. Et dans ce cortex, on va retrouver deux grands types de neurones. On va retrouver d'une part les neurones dits excitateurs, qui vont aller exciter les neurones à qui ils s'adressent. Comme s'ils leur envoyaient des grands oui, vous pouvez parler. En opposition à ces neurones-là, eh bien, on retrouve un autre groupe, les neurones inhibiteurs, qui là vont envoyer des messages inhibants aux autres neurones, qui vont leur dire des grands non, vous n'avez pas le droit de parler. Alors, le neurone qui va recevoir ces informations, il va donc recevoir plusieurs connexions qui vont leur dire soit oui, tu as le droit de parler, soit non, tu n'as pas le droit de parler. Et finalement, en fait, l'excitabilité du neurone, eh bien, elle va devoir être assez forte pour qu'il ait l'autorisation de donner un message. Et assez fort, ça veut dire que l'excitabilité du neurone va devoir dépasser ce qui s'appelle un seuil de décharge. Donc si finalement on a suffisamment d'arrivées excitatrices et peu d'arrivées inhibitrices, le neurone va être autorisé à donner sa réponse, à décharger, à envoyer un influx nerveux. Et dans le cas contraire, s'il n'y a soit pas assez d'arrivées excitatrices, soit trop d'inhibition, eh bien le neurone ne va pas être autorisé à répondre et donc l'information ne va pas circuler. Si le fameux seuil de décharge est dépassé, si le neurone qui reçoit la réponse, eh bien, c'est un neurone excitateur, il va donc répondre oui, il va envoyer une réponse excitatrice. Et dans le cas contraire, s'il s'agit d'un neurone inhibiteur, eh bien, ce neurone inhibiteur va envoyer une réponse inhibitrice aux autres neurones. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que certes, la nature des informations qui sont reçues par un neurone, c'est quelque chose de très important. Mais le moment auquel le neurone va recevoir l'information, eh bien, c'est tout aussi important, vraiment. La temporalité d'arrivée des influx nerveux est cruciale parce que finalement, si vous avez des messages nerveux qui vont permettre au neurone de donner sa réponse qui arrivent tous en même temps, durant ce qu'on va appeler une fenêtre d'écoute, qui est vraiment très courte, c'est l'histoire de quelques millisecondes. Si l'information nerveuse, toutes les informations arrivent durant cette fenêtre d'écoute, eh bien le neurone va être autorisé à parler. Dans le cas contraire, si une information arrive un peu trop tôt et l'autre un peu trop tard, ou ce genre de choses-là, s'ils n'arrivent pas en même temps, eh bien le neurone ne va pas pouvoir bien intégrer l'information et il ne va pas pouvoir donner sa réponse. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que finalement le cerveau, c'est un organe extrêmement complexe, qui est composé de centaines de milliards de neurones. Et finalement, comment un organe aussi complexe va pouvoir s'organiser pour permettre de faire circuler l'information de manière aussi temporellement organisée? Comment il va s'organiser? Eh bien, le cerveau il présente deux grands mécanismes, deux grandes stratégies. La première, c'est ce qui s'appelle la plasticité synaptique. C'est la capacité du cerveau à changer le nombre et la force des synapses. Et les synapses, ce sont les connexions neuronales. C'est-à-dire que dans les circuits de neurones, il y a certaines connexions qui sont finalement plus fortes que d'autres. Et il peut également y avoir de nouvelles connexions qui se font et des connexions qui se défont. Et les connexions les plus fortes, ce sont généralement celles qui vont être les plus à même de pouvoir venir moduler l'activité de ce neurone-là et donc de modifier l'activité du circuit, de permettre de faire transmettre l'influx nerveux le long du circuit. Et généralement, ces connexions les plus fortes, elles ont été favorisées parce qu'elles envoyaient leur message pendant cette fenêtre d'écoute qui permet la communication de l'influx nerveux. Donc, grâce à ce système de plasticité synaptique, le cerveau a pu faire des circuits qui permettent vraiment une transmission optimale de l'information nerveuse. En complément de ça, eh bien, il y a un autre système qui repose sur des petits groupes de neurones qui vont permettre de générer des messages nerveux de manière rythmique, donc soit des messages inhibiteurs, soit des messages excitateurs. Mais aujourd'hui, je vais vous prendre l'exemple de générateurs de messages excitateurs, donc des générateurs de oui de manière rythmique. Et donc, ces petits groupes de neurones, eh bien, dans le temps, ils vont envoyer des oui à une certaine fréquence. Et ils vont envoyer ces oui à un ensemble de neurones. Parmi ces neurones, eh bien, il y en avait certains qui étaient suffisamment excités, enfin presque suffisamment excités, pour atteindre le seuil de décharge dont je vous ai parlé juste avant. Et ce sont justement ces oui envoyés par ces petits circuits de neurones qui envoient des oui de manière rythmique qui vont permettre aux neurones qui reçoivent la réponse eh bien, d'envoyer à leur tour
une réponse de manière rythmique, de dépasser rythmiquement ce seuil de décharge et donc d'envoyer rythmiquement leur information. Et donc, c'est tout ce système d'orchestration de l'activité des neurones, eh bien, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce sont ce qu'on appelle les oscillations cérébrales. Ces oscillations cérébrales, elles sont généralement enregistrées avec ce type de dispositif, donc des dispositifs d'électroencéphalographie, où finalement on va venir placer des électrodes sur la tête des patients et on va enregistrer l'activité du cerveau à différents points au niveau du crâne. Et donc, on va obtenir ce genre de tracés, et finalement, quand on les regarde, on pourrait se dire ça ressemble juste à du bruit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de ces signaux-là? Et finalement, quand on utilise certaines fonctions mathématiques qui permettent de décomposer ce signal selon différentes fréquences, eh bien, on va pouvoir obtenir différents types d'activités selon différentes bandes de fréquences. Et ces différentes bandes de fréquences d'activité, eh bien, elles vont dominer durant certaines activités du cerveau. Par exemple, vous avez ici les oscillations delta qui vont dominer pendant le sommeil, les oscillations alpha qui vont dominer durant la relaxation. Il y en a d'autres qui sont dominantes pendant l'hypnose. Et celles qui nous intéressent particulièrement dans mon équipe, eh bien, ce sont les oscillations gamma. Les oscillations gamma, eh bien, ce sont des fréquences très très rapides. Vous avez même du mal à voir à quoi elles ressemblent. Mais ces oscillations-là, elles ont pour avantage de venir favoriser la plasticité synaptique et donc vraiment de permettre une organisation de l'activité. Alors, dans le cerveau qui va bien, on a donc deux mécanismes. La plasticité synaptique qui vient façonner des circuits qui transmettent l'information de manière coordonnée et les oscillations cérébrales qui viennent, en plus de cela, venir vraiment orchestrer l'information. Sauf que finalement, après un AVC, eh bien, ces deux systèmes vont être très perturbés, puisque durant les premières heures après l'AVC, eh bien, on va observer une perte fonctionnelle vraiment très rapide des patients pour certaines fonctions. Et les fonctions que ces patients vont avoir perdues, elles vont être très dépendantes des zones cérébrales qui vont être touchées par l'AVC, par la mort neuronale qui résulte du manque d'oxygène des neurones. Et donc, on va obtenir une sorte de lésion nécrotique avec de la mort neuronale qui va se répandre le long de la zone en manque d'oxygène. Alors, au bout des quelques jours après l'AVC, des quelques heures après l'AVC, finalement, cette lésion qui se répandait va finir par se consolider et tous les neurones qui devaient survivre ont survécu, ils ont survécu à ce manque d'oxygène et malheureusement, tous les neurones qui devaient mourir, eh bien, ils sont morts, ils se trouvent dans cette lésion nécrotique. Dans les premières semaines et les premiers mois après l'AVC, donc quand la lésion est consolidée, eh bien, on va observer une récupération spontanée des capacités du patient. Et cela, elle va être vraiment intense durant les premiers mois, premières semaines après l'AVC. Sauf que après ces 3 mois après l'AVC, eh bien, la récupération va continuer à s'opérer, mais elle va être beaucoup plus compliquée. Elle va être beaucoup plus lente et ça va être vraiment difficile de venir booster la récupération des patients. Et finalement, on voit que cette récupération, elle est rarement optimale. Ça arrive pour certains patients, comme on le disait, ça dépend vraiment il y a une sorte de variabilité interindividuelle, mais en moyenne, eh bien, cette récupération, elle n'est pas optimale. Il faut vraiment trouver des moyens thérapeutiques qui vont venir vraiment améliorer cette récupération. Alors, cette récupération, elle dépend beaucoup du cortex, donc de cette zone, tout autour de la lésion nécrotique. Et donc, comme elle se trouve à côté de la lésion, c'est ce qu'on appelle le cortex périlésionnel. Alors, avant l'AVC, eh bien, ce cortex il comportait des circuits de neurones composés de neurones inhibiteurs, de neurones excitateurs, des circuits qui fonctionnaient bien et qui permettaient de faire des gestes vraiment précis. Donc, on va prendre l'exemple qu'on peut attraper de tout petits objets. C'est quelque chose qui demande beaucoup de dextérité. Et finalement, après l'AVC, si on regarde le cerveau donc dans les semaines et les mois après l'AVC, eh bien, on voit que la lésion nécrotique va contenir certains des neurones de ce circuit qui sont donc morts et qui ne font plus de connexion avec les neurones qui ont survécu. Et la motricité fine, du moins, va être vraiment très compliquée, alors qu'avant, elle était possible. Et ce bout de circuit-là qui reste, qui a survécu, eh bien, si tout va bien, ça va vraiment être un terrain fertile pour faire de la plasticité synaptique. Donc pour établir de nouvelles connexions entre les neurones, puisque comme il n'y a plus de connexion avec les neurones décédés, eh bien, il y a de la place pour faire des nouvelles connexions.
Et ça va être également un terrain idéal pour reprendre les fonctions qui ont été perdues, parce que c'est le circuit, le bout de circuit qui était soit proche du circuit responsable de cette fonction, soit qui faisait partie du circuit responsable de cette fonction. Cependant, il y a un mais. Dans cette zone, dans ce cortex périlésionnel, eh bien, on va avoir en abondance un neurotransmetteur de manière complètement anormale qui s'appelle le GABA. Ce GABA, en fait, vous en avez entendu parler sans le savoir, puisque c'est ce qui est libéré par les neurones inhibiteurs lorsqu'ils envoient des messages inhibiteurs, lorsqu'ils disent non aux autres neurones. Et finalement, dans le cortex périlésionnel, ce GABA va vraiment être en excès et il va mettre sous silence la plupart de l'activité des neurones excitateurs et inhibiteurs. Seulement, du coup, on observe vraiment une diminution de l'activité globale dans ce cortex périlésionnel. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul problème. Parce qu'en plus de cette diminution d'activité, on va également observer une diminution des oscillations cérébrales qui ne vont donc pas permettre d'organiser l'activité qu'il reste. Et ces oscillations cérébrales, eh bien, celles qui sont particulièrement touchées, ce sont les oscillations gamma, celles dont je vous ai parlé juste avant, qui favorisent la plasticité synaptique. Et ce qu'on observe, c'est que plus on se rapproche de la lésion nécrotique, eh bien, plus ces oscillations gamma-là, plus leur puissance va être diminuée. En plus de ça, alors ça, ce sont des résultats qu'on a eus dans notre équipe. C'est les doctorants avant moi qui ont eu ces résultats. Et on a également observé que finalement, eh bien, la puissance de ces oscillations était corrélée à la récupération fonctionnelle. Et donc, plus ces oscillations-là elles sont déprimées, plus la récupération était difficile. Du coup, aujourd'hui, notre objectif, eh bien, c'est d'essayer de trouver un moyen de normaliser ces oscillations gamma afin de restaurer l'activité du cortex périlésionnel et donc de favoriser la récupération des patients. Aujourd'hui, eh bien, quand on veut moduler l'activité du cerveau, on a souvent recours à des moyens dits de neuromodulation qui consistent généralement en de la stimulation électrique ou de la stimulation magnétique. Souvent, ces modulations d'activité neuronale, elles sont délivrées sur la zone qui nous intéresse, donc au niveau du cerveau, soit au-dessus du crâne, soit on ouvre le crâne et on vient délivrer ça directement à la surface, sous le crâne. Mais depuis quelques années, il y a un engouement dans le traitement des AVC autour de la stimulation, non pas au niveau de l'encéphale, mais de câbles qui vont permettre de faire remonter l'information jusqu'au cerveau. Et parmi ces traitements, il y a la stimulation de nerfs crâniens et la stimulation du nerf vague. Et la stimulation du nerf vague, c'est vraiment un traitement qui est en plein essor, puisqu'au cours des 20 dernières années, eh bien, le nombre de publications sur le sujet a vraiment augmenté de manière exponentielle. Le nerf vague, finalement, qu'est-ce que c'est? À quoi il sert dans le corps? Eh bien, le nerf vague, il a pour fonction d'envoyer des informations motrices à un ensemble d'organes, comme le cœur, les poumons, le foie, l'estomac, enfin, tout un ensemble d'organes. Et finalement, il va aussi recevoir des informations sensorielles de ces organes et via des fibres nerveuses qui vont remonter jusqu'au cerveau pour faire remonter ces informations sensorielles. Et ce sont ces fibres-là qui vont être très intéressantes pour venir moduler l'activité du cerveau. Alors aujourd'hui, la stimulation du nerf vague, elle est surtout délivrée de manière invasive, où finalement on va venir placer un stimulateur de manière sous-cutanée, cela implique une chirurgie. Donc on vient implanter le stimulateur qui est relié à une électrode qu'on va venir enrouler autour du nerf vague, et cela va permettre de délivrer des stimulations électriques sur le nerf vague. Depuis quelques années, il y a un nouveau moyen qui commence à se développer, c'est la stimulation dite transcutanée, où là, finalement, même si ça reste très expérimental, ce serait assez adéquat, dans le sens où on n'aurait même pas besoin de chirurgie pour venir stimuler le nerf vague. Et c'est un dispositif de stimulation qu'on vient poser au niveau de l'oreille et qui vient stimuler une branche auriculaire du nerf vague et qui fait donc remonter l'information jusqu'au cerveau. Et ces traitements, ils ont pour avantage déjà de pouvoir être réalisés en dehors de la clinique, donc c'est déjà moins lourd que se dire bon, on va aller toutes les semaines, tous les mois à la clinique pour avoir de la stimulation crânienne ou ce genre de choses-là. C'est vraiment quelque chose qui peut être fait à domicile et surtout, il y a très peu d'effets secondaires.
Alors, tout d'abord, pour voir les effets de la stimulation du nerf vague dans le cadre des AVC, eh bien, il a fallu passer par des études chez l'animal, notamment chez le rongeur. Alors, je voudrais juste faire un petit point dans la salle. On a parlé un peu plus tôt d'expérimentation animale, du fait que, par exemple, le docteur Encastel a dit que c'était essentiel aujourd'hui pour la recherche, mais il faut savoir que l'expérimentation animale, aujourd'hui, c'est extrêmement encadré. Pour qu'il y ait quelqu'un qui soit autorisé, un chercheur soit autorisé à faire de l'expérimentation animale, il faut qu'il soit formé à cela. Et en plus de ça, eh bien, chaque procédure réalisée sur un animal doit être approuvée par un comité d'éthique, puis au niveau ministériel, pour chaque procédure et pour un nombre donné d'animaux. Donc c'est vraiment quelque chose de très encadré, et je tenais à ce que vous le sachiez. Donc, pour revenir à notre stimulation du nerf vague, eh bien, on a vu que chez des animaux donc, chez qui on avait modélisé un AVC, chez qui on a induit un AVC, qu'il soit ischémique ou hémorragique, eh bien, on a observé une amélioration de leur récupération motrice et cognitive. Et cela, que l'animal il soit jeune ou âgé. Et ça, c'est très intéressant parce que, comme on l'a dit plus tôt, eh bien, l'AVC, ça va surtout toucher la personne âgée. Il y a d'autres effets bénéfiques de la SNV qui ont été observés, notamment à différentes phases de l'AVC, comme la limitation de la mort neuronale, la facilitation de la reperfusion sanguine cérébrale, ou alors encore un rôle anti-inflammatoire. Alors, suite à ces essais concluants, des études cliniques ont été menées, et notamment une grosse étude clinique qui a été publiée dans un prestigieux journal scientifique qui s'appelle The Lancet. Et elle a été réalisée sur plus de 100 patients. Et finalement, chez ces patients qui avaient eu un AVC, on a observé une amélioration significative des scores moteurs après 18 séances de stimulation du nerf vague réalisées sur 3 mois, à la fois en clinique et à domicile. Alors aujourd'hui, la stimulation du nerf vague, dans le cadre du traitement des AVC, elle est autorisée aux États-Unis. Et on pourrait se dire qu'elle pourrait bientôt être autorisée en France, puisque finalement, la stimulation du nerf vague, c'est un traitement qu'on est autorisé à réaliser dans le cadre des patients atteints d'épilepsie pharmacorésistante, donc des épilepsies pour lesquelles il n'y a pas d'autres alternatives thérapeutiques, notamment médicamenteuses. En plus de cela, eh bien, il y a plusieurs études qui commencent à montrer qu'on voit des effets positifs de la stimulation du nerf vague sur d'autres lésions traumatiques du système nerveux central, comme les lésions de la moelle épinière ou encore les traumatismes crâniens, et sur d'autres pathologies cérébrales, comme la dépression, les acouphènes, l'éveil de coma, tout ce type de pathologie. Sauf que finalement, il y a un mais. C'est qu'aujourd'hui, certes, la stimulation du nerf vague, elle montre des effets positifs très intéressants, mais seulement pour une partie des patients. Et comme le disait très bien l'étude clinique que je vous ai présentée juste avant, près de 50% des participants traités par stimulation active du nerf vague ont obtenu une réponse clinique. Donc il y a 50% des patients chez qui ça n'a pas marché. Cela peut s'expliquer parce que finalement, aujourd'hui, il n'y a aucun consensus sur les protocoles de stimulation. Tout reste très empirique. C'est un peu chacun fait à sa sauce. Certains vont tester des protocoles de stimulation. On en fait 2 fois par semaine, 1 fois par mois. D'autres vont dire non, il faut plus le faire à la phase vraiment directement dès qu'on a l'AVC, on met un stimulateur, d'autres de manière plus tardive. Et surtout, au niveau des paramètres électriques, d'intensité, de fréquence, tous ces paramètres-là, chacun y va de soi et il n'y a vraiment aucun consensus. Et la question qu'on se pose encore aujourd'hui, c'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on stimule le nerf vague et notamment sur l'activité des neurones. Alors, des premières études réalisées chez la souris, non pas après AVC, mais chez la souris saine, ont montré que quand on stimulait le nerf vague, on était déjà capable d'activer le cerveau. Donc à chaque fois que vous voyez du blanc, ça veut dire que les neurones sont activés. Donc on a vraiment une activation très intéressante du cerveau suite à la stimulation du nerf vague. En plus de ça, il y a de plus en plus de papiers qui démontrent que selon différents paramètres de stimulation, on est capable de moduler les oscillations cérébrales dans le cadre de différentes pathologies. Pas encore les AVC, mais c'est quelque chose qui est possible. Et finalement, le dernier point très intéressant, c'est que vous voyez toutes ces pathologies que je vous ai présentées juste avant, la plupart d'entre elles, enfin je veux dire même pour la majorité d'entre elles, on observe un dérèglement du système oscillatoire cérébral associé à ces pathologies.
Alors, nous, on a voulu un peu mener notre petite enquête parce que, comme je vous l'ai dit, c'est mon sujet de thèse. Et on a déjà obtenu des premiers résultats chez la souris saine, donc sans AVC, où on a réussi à démontrer qu'après un traitement de stimulation du nerf vague, selon les paramètres les plus délivrés suite à un AVC, eh bien, on avait une augmentation de la puissance des oscillations cérébrales et notamment les rythmes gamma. Et donc, à partir de ces résultats, ce que je vais continuer à faire pendant la suite de ma thèse, eh bien, c'est reproduire ces expériences chez des souris chez qui on aura modélisé un AVC pour voir si, dans le cortex périlésionnel, on arrive à observer une normalisation des oscillations gamma. Mais ces résultats, on est assez positif, on est assez confiant de voir ce qu'on attend. Alors, les travaux de ma thèse, ils s'inscrivent dans la continuité des autres travaux du GRHVN, du groupe de recherche sur le handicap ventilatoire et neurologique. On a d'autres travaux qui concernent la stimulation du nerf vague, comme notamment les travaux du professeur Éric Vérin, qui travaille sur la stimulation du nerf vague transcutané auriculaire chez le patient traumatisé crânien grave en état de conscience altérée, ou alors les travaux du professeur Stéphane Deray, ici présent, qui présente aujourd'hui la Semaine du cerveau, qui implante régulièrement des stimulateurs du nerf vague chez le patient épileptique. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ma conférence et je voudrais juste remercier tous les membres de mon laboratoire, comme le docteur Julien Chuquier, Célia Duclos et Marie Léger, qui rythment ma thèse. Voilà, merci à vous aussi. À la fin de ta thèse pour que tu nous présentes le bilan de tout ça. Mais en attendant, avez-vous des questions pour Juliette? Ce serait avec plaisir. Les étudiants, ça ne vous a pas inspiré son travail? Oui, ici. Allez-y, je vous donne le micro. J'aurais voulu savoir ce que c'est exactement au niveau physique la stimulation appliquée au nerf vague. Aujourd'hui, savoir quand on stimule le nerf vague, qu'est-ce qui est vraiment stimulé sur le nerf vague? C'est ça la question. Ah, on lui applique de l'électricité. Oui, mais quelle sorte d'oscillation? Alors... Je pensais au gamma, par exemple. Est-ce que c'est les gamma qu'on lui... Alors aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que je vous ai parlé du fait que finalement, dans le cadre de ma thèse, on s'intéresse aux paramètres les plus donnés dans le cadre des AVC. Et la fréquence de stimulation, donc la fréquence à laquelle on envoie l'électricité, eh bien, c'est 40 Hz. Et ces 40 Hz, c'est justement pile poil dans la bande de fréquence des gamma. Donc c'est ce qui nous a fait penser que finalement, il pourrait y avoir un lien entre les deux. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tester différentes fréquences de stimulation pour voir si cela va permettre justement de venir stimuler les gamma, les rythmes gamma. Je ne sais pas si cela répond à votre question, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ces protocoles du coup de stimulation, tu penses qu'il faudra les associer avec d'autres protocoles cliniques de type, je ne sais pas, activité physique ou pour essayer d'améliorer la récupération fonctionnelle? Comment tu vois ça? Alors aujourd'hui, il y a encore un débat sur est-ce qu'il faut coupler la stimulation du nerf vague à la réalisation d'une tâche physique. Surtout si on parle du principe qu'on va venir favoriser tout ce qui est plasticité, etc. On pourrait se dire qu'en réalisant la tâche motrice en même temps qu'on envoie la stimulation du nerf vague, eh bien, on va permettre on va dire, de réveiller le cerveau au bon moment et on va dire, de mieux réussir cette tâche motrice. Et donc, chez l'animal, par exemple, il y a des études qui ont montré que si on envoyait la stimulation du nerf vague durant un test moteur et notamment durant les essais les plus réussis, on arrivait mieux à améliorer la récupération fonctionnelle que quand on délivrait la stimulation du nerf vague durant les essais du test moteur les moins bien réussis. Donc le test était tirer un levier selon une certaine force, et si on envoyait la stimulation du nerf vague quand l'animal tirait très fort le levier, il arrivait mieux à tirer le levier par la suite, alors que si on l'envoyait seulement quand il attrapait mal le levier ou le tirait mal, eh bien la récupération, on ne voyait pas de récupération chez l'animal. D'accord. Et tu disais qu'il n'y avait pas de consensus.
par rapport au traitement. Et donc vous, dans quel contexte vous pensez vous positionner? Plutôt juste après l'ischémie, plutôt de façon tardive? Comment vous allez essayer vos protocoles? Alors, nous, on s'intéresse surtout à cette phase où justement on a le cortex périlésionnel, donc cette phase qui se situe au niveau des semaines et des mois après l'AVC, parce qu'on considère que c'est vraiment une fenêtre critique pour la récupération durant laquelle on va pouvoir venir la booster. Et donc, on part du principe que stimuler le nerf vague à ce moment-là, on va vraiment pouvoir venir favoriser la récupération. S'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie Juliette. Pas d'autres questions, c'est sûr? Vous pouvez toujours... Si? Ouais. On dit ça y est, on ne peut plus rien faire. Voilà, on a tout perdu, on a perdu le temps, maintenant stimuler, pas stimuler, autre chose, ça y est, les personnes vont rester dans cet état. Alors, finalement, non. Vraiment, il n'y a pas. On peut toujours essayer de récupérer certaines fonctions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a certaines études cliniques sur le nerf vague qui ont tenté de délivrer cette stimulation du nerf vague vraiment plus de 3 mois après l'AVC et même vraiment des mois et des mois après cette période critique de récupération. Ils ont quand même réussi à avoir une amélioration de l'état des patients. Et donc, on peut se dire qu'il y a ce moyen thérapeutique et peut-être d'autres qui peuvent venir favoriser la récupération des patients. Donc, il y a toujours de l'espoir.